Trallallero trallallà, frigo camelo, buffo fardello, nel centro della città. Scimpanzini bananini, wah wah wah. Ecco cavallo virtuoso, uno show strepitoso. Brr brr patapim, il mio cappello è pieno di slim. Ce que vous venez de regarder, c'est ce qu'on appelle le brainrot italien. Des images étranges, absurdes, un requin avec des baskets, un singe en forme de banane, un frigo qui marche comme un humain ou une tasse de café qui fait la ballerine. C'est drôle, ça fait sourire, mais en même temps, on sent qu'il y a quelque chose de bizarre, presque dérangeant. Et le mot brainrot veut dire littéralement cerveau pourri. Il sert à décrire ce qui se passe quand on consomme trop de contenu court et addictif. TikTok, Reels, mèmes en boucle, tout ce flux qui nous amuse, qui nous distrait, mais qui finit par laisser l'esprit fatigué et vide. On pourrait croire que ce n'est rien de grave, juste un peu trop d'écran. Mais si on y regarde de plus près, on voit que ce phénomène raconte quelque chose de plus profond. Comme un symptôme de notre époque, une époque où le sens se perd, où notre attention se laisse capturer par le vide. Alors, la question est simple. Pourquoi sommes-nous fascinés par ça? Pourquoi ces images, sans queue ni tête, nous attirent-elles autant? Pour comprendre ce que le brainrot dit de nous, il faut se tourner vers une vieille histoire, celle de la tour de Babel. Le récit raconte que les êtres humains ont voulu bâtir une tour qui touche le ciel. Leur but n'était pas seulement d'élever des briques, mais de s'élever eux-mêmes. Ils voulaient se faire un nom, affirmer leur puissance, dépasser leurs limites. C'est alors que Dieu est intervenu. Il a brouillé leur langue et plus personne ne comprenait l'autre. La construction s'est arrêtée et chacun est reparti de son côté. Lorsqu'un projet humain se fonde sur l'orgueil ou l'oubli du sens, le langage se brise. On parle encore, mais on ne s'entend plus. On produit des signes, mais ils ne construisent rien. Et c'est exactement ce que le brainrot met en scène. Un flot d'images et de sons qui s'enchaînent, mais sans narration, sans histoire, sans finalité. Comme des briques qui ne s'emboîtent plus. Chacun reste enfermé dans son propre flux, dans sa propre langue, sans horizon partagé. Et Babel, c'est le paradoxe de notre époque. À la fois une centralisation extrême et une dispersion totale. Tout passe par les mêmes plateformes, les mêmes algorithmes, les mêmes formats. Mais en même temps, ce que nous voyons est une cacophonie de fragments, de mèmes et de références qui ne tiennent pas ensemble. Trop d'unités qui écrasent, trop de multiplicité qui divise. Et au milieu, il y a nous, happés par ce bruit, comme les bâtisseurs de Babel. Nous cherchons à toucher le ciel, à dépasser toutes les limites. Mais plus nous montons, plus nos mots se brouillent. Le brainrot devient alors le signe visible d'un langage brisé, d'une culture qui ne sait plus où elle va. Dans le premier livre de la Bible, la Genèse, tout commence par une image étrange. La terre était informe et vide, les ténèbres couvraient l'abîme. En hébreu, on dit le tohu vabohu, un mot qui évoque le chaos. Un monde sans forme, sans ordre, qui attend encore d'être organisé. Le brainrot, c'est une immersion volontaire dans ce tohu-bohu. D'ailleurs, on a l'expression en français, ce tohu-bohu. Un flux sans fin d'images, de sons, de fragments qui défilent sans hiérarchie. Comme si on plongeait dans un océan où tout flotte en désordre. Le drôle, le grotesque, le violent, le mignon, rien n'est relié. Tout se succède à la vitesse d'un geste de pouce. Et ce flux ressemble à un fleuve, mais un fleuve inversé. Parce que dans la Bible, le fleuve est une image de vie. Il irrigue, il fait pousser, il nourrit. Dans l'Apocalypse, c'est même un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sort du trône de Dieu. Mais le flux du brainrot est une parodie. Il ne nourrit pas, il épuise, il ne fait pas pousser, il étouffe. Ce n'est pas une source d'eau vive, mais une spirale qui nous aspire. Et pourtant, ce flux nous attire. Il a quelque chose de fascinant, comme les eaux profondes qui inquiètent et qui séduisent à la fois. Comme si une part de nous cherchait à retourner au chaos, à ce vide primordial, mais sans plus savoir comment s'en sortir. Dans les anciens récits, les idoles étaient faites de bois ou de pierre. On les plaçait dans des temples, on leur offrait des sacrifices, et elles réclamaient l'attention des foules. Les prophètes disaient qu'elles avaient des yeux mais ne voyaient pas, des oreilles mais n'entendaient pas, et pourtant elles fascinaient. C'est pour ça que je me demande, aujourd'hui,
Qu'est-ce qui attire nos regards de la même manière? Qu'est-ce qui nous réclame encore et encore sans jamais nous rassasier? Quand on parle du brainrot, ce n'est pas loin de ce mécanisme. Chaque image qui défile nous dit en silence « Regarde-moi, reste encore un peu, ne pars pas ». On croit consommer le contenu, mais parfois c'est lui qui nous consomme. Est-ce que c'est exagéré de parler d'idole? C'est important de se poser cette question. Qu'est-ce qui façonne le plus notre regard, notre temps, notre désir? Est-ce que ce flux nous rend plus attentifs, plus vivants? Ou est-ce qu'il draine lentement notre énergie comme une statue muette qui attire mais qui ne nourrit pas? Peut-être que l'idole aujourd'hui n'est plus une statue dans un temple. Peut-être qu'elle se cache dans la lumière d'un écran, dans ce défilement sans fin qui nous promet tout et qui ne donne rien. Dans la Genèse, après la chute, Adam et Ève reçoivent de Dieu des vêtements de peau. C'est une image mystérieuse. Ces vêtements sont à la fois une protection et un rappel de la mort. Ils couvrent la nudité, mais ils sont faits de ce qui est périssable. Ils protègent, mais ils rappellent aussi la blessure. On pourrait voir dans le brainrot une forme moderne de ces vêtements. Ce flux d'images nous enveloppe. Il nous protège de l'ennui, il nous distrait de la solitude, il nous donne l'impression d'appartenir à une communauté qui rit des mêmes blagues et partage les mêmes références. Mais en même temps, il ne guérit rien, il ne fait que recouvrir, masquer, retarder. Et comme Jonas enfermé dans le ventre du poisson, l'être humain pris dans le brainrot se retrouve enveloppé par un monstre. C'est un espace clos, étouffant, qui semble coupé de la vie. Et pourtant, c'est là, au plus bas, que Jonas se souvient de Dieu. Alors, la question devient, est-ce que ce flux qui nous engloutit peut aussi devenir un lieu de réveil? Est-ce que sous ces couches d'images et de distractions, quelque chose en nous peut encore se rappeler que nous avons été faits pour autre chose que d'être engloutis? Dans presque toutes les traditions, les monstres apparaissent aux frontières. Ce sont des créatures hybrides, faites d'éléments qui normalement ne vont pas ensemble. Un corps humain avec une tête d'animal, un lion avec des ailes d'aigle, un dragon mi-serpent, mi-oiseau. Ces formes nous troublent parce qu'elles brouillent les catégories. Par exemple, le brainrot italien le montre de manière presque caricaturale. Un requin avec des baskets, un singe qui devient une banane, une tasse de café qui fait de la danse classique. C'est drôle, c'est absurde, mais ça réveille en nous une impression étrange, comme si nous étions en train de contempler un monde qui perd ses repères. Ces images hybrides révèlent quelque chose d'essentiel. Quand l'ordre s'efface, les limites se brouillent et le monstre apparaît. Le brainrot est ce monstre culturel, ni vraiment art, ni vraiment communication, mais un mélange confus qui attire et inquiète à la fois. Mais dans la tradition biblique, le monstre n'est pas seulement une menace, il est aussi un signe. Il nous rappelle qu'il y a un centre, un ordre, un logos, sans lequel tout se dissout. En d'autres termes, si le brainrot ressemble à un monstre, c'est peut-être pour nous réveiller, pour nous rappeler que nous avons besoin d'un point fixe, d'une parole qui ordonne le chaos. Alors, que faire face au brainrot? Faut-il le fuir comme on s'éloigne d'un poison? Mais ça serait une réponse trop facile, bien sûr, car le brainrot en soi n'est pas une entité indépendante. C'est un miroir. Il révèle ce que nous faisons de notre attention et surtout de ce que nous cherchons à combler. Et Jonathan Pageau le rappelle souvent, une image n'est jamais neutre. Elle peut être vide ou bien reliée au logos, au centre qui donne sens. Le problème n'est donc pas la technologie, ni même la culture du même. Le problème, c'est l'usage sans orientation, l'absence de finalité. Quand notre regard ne cherche rien de plus haut, il finit par tourner en rond, happé par des imitations qui nous dispersent. Et la vraie question c'est, qu'est-ce que je contemple? Parce que ce que je contemple, je le deviens. Celui qui contemple une idole finit par lui ressembler, muet, figé, stérile. Celui qui contemple le chaos devient fragmenté, dispersé. Mais celui qui contemple la lumière apprend à rayonner. C'est pourquoi le brainrot peut aussi devenir un lieu de discernement. Quand je sens le vide qu'il me laisse, ce vide peut me réveiller. Il peut m'obliger à reconnaître ma soif réelle, une soif que les vidéos infinies ne peuvent pas étancher. Et c'est peut-être là que le brainrot, paradoxalement, devient un symbole. Il me montre par le manque qu'il crée ce dont j'ai vraiment besoin. Dans l'Apocalypse, il est question d'un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal qui sort du trône de Dieu et qui nourrit l'arbre de vie. C'est l'image d'un flux qui ne disperse pas, mais qui unit, qui ne vide pas, mais qui fait grandir. Et le brainrot est une parodie de ce fleuve. Il imite le mouvement de l'eau, mais il assèche au lieu d'irriguer. Alors, tout se joue là. Quel flux allons-nous laisser couler en nous? Celui qui pourrit ou celui qui donne la vie?
Le brainrot ne disparaîtra pas demain, mais nous pouvons décider de ce que nous en faisons, le subir comme un poison ou l'affronter comme un miroir qui nous pousse à retrouver la source véritable.